Je pense on va commencer. Bienvenue à tous. Merci à tout le monde de nous rejoindre pour ce mercredi startup du mois de mai avec pour thème le financement comme vecteur de croissance pour les startups. Donc, comme toujours, l'un de nos partenaires est Cisco, à qui on aimerait encore une fois remercier. C'est grâce à eux qu'on est capable de réaliser et d'avoir ces discussions super intéressantes. Et puis, salut Kyle. Hi. Hey. Thank you, everybody for attending. It's going to be a great talk today about fundraising and startups, which is obviously a huge topic. We're going to do our best to fit it into the short time that we have together today, and ask some interesting and interesting questions. We'll walk away with some powerful insights on a tactical level around how to think about fundraising at your early stage startup. I think when we were talking about having this subject, I think both of us, Kyle, and tell me if I'm mistaken, but we weren't sure if we can have this subject in just one session because it's a huge subject that got several aspects depending on the stage of everyone and the needs of the company. And you were talking about your vision regarding this. Do you want to share it? Yeah, sure. I think what you're referring to is, it's such a big topic. And, I think that we kind of live during a time right now where like everybody assumes that, we always need to fundraise all the time as soon as possible to like get something started, and or at least the vast majority of people do. And a lot of people conflate kind of or misunderstand sometimes what the fundraising really is, and what trajectory it kind of puts them on. And so I do quite a bit of coaching and a lot of coaching around people who are fundraising. And one of the things that I observe the most is just like so many people don't have alignment. So many founders don't have alignment with why they want to fundraise and what they think they're going to get out of it. So yeah, I'd love to kind of touch on some of those aspects today. And it's obviously a massively sort of complex and layered topic, but those are some of the things I'd like to touch on. I think the two of us, you fundraised kind of more recently than I. So how are you thinking about this conversation today, Mira? Well, I'm gonna do it en français. Comme vous le savez, les mercredis startup, c'est assez bilingue. Mais I think I got a very good advice pretty early on when we started fundraising. Et le mentor m'avait dit, écoute, si tu vas chercher des fonds, fais attention à deux choses. Et c'est devenu un petit peu my rule whenever I fundraise. La première, c'était ne jamais aller chercher des fonds si ce n'est pas pour réaliser un objectif. Identifie ce que tu veux faire et ensuite calcule combien il faut pour y arriver. Et malheureusement, beaucoup de personnes vont réfléchir au financement en mode « Ah, il me faut 2 millions, je fais quoi avec? » peut-être ça. I'm not sure, but I think it can get me. And okay, it was about thinking about, okay, put the whole path and then calculate. And if it's a number, a very weird number, like 458 676, then this is the amount of money you should raise. So c'était une des premières advice that I got, that I follow today. Yeah. Et le deuxième était que never forget that you're choosing the VC as well. Yeah. Et que l'argent se termine, les relations restent. So whenever you're raising, moi, ce que je me dis toujours, c'est que l'argent se terminera, la personne, le type de relation, le type de choses qu'on va construire ensemble va rester. Et c'est ce qui est le plus important. So that's my 2 rules. Yeah, those are both really great pieces of advice that you received. And yeah, certainly, on the latter one, I think, a lot of people who end up raising from, places like the Valley where there's a lot more investors in the early stage, that's kind of often, a lot of Montreal founders who end up raising from the Valley, that's one of their main takeaways. It's just kind of like,
wow, there it really feels like, you know, the investors are trying to serve me. And here it feels like I'm trying to fit myself into a box to like fit the investors. And that's a really, that sounds like really great advice. And, you know, with that in mind, you can often enter the rooms a lot more empowered and with like a little bit of a healthier mindset in the conversations as well. So that's really great. Yeah, we have one question already. It's about valuation. Did we want to maybe touch on that briefly or? Yes, what's the question? Oh, I just see it. I have a question about valuation, how to establish the value on my startup. I think we can be talking about this with Pablo, our VC representative a bit later. But thank you for the question. And I forgot to tell to everyone, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire. On va essayer de passer au travers des questions avec nos deux invités au fur et à mesure. What do you think of tackling this question a bit later? I think that's great. I think Pablo will have a great answer to that. And so I think we should definitely do that. Perfect. So, OK, on va pouvoir commencer. Et puis, cette fois-ci, on va faire un petit peu comme sur le modèle de base des Mercredis Startup. Donc, on n'aura pas une conversation jointe, mais on va avoir la première partie avec Marina pour avoir le point de vue de l'entrepreneur. Puis, la conversation se fera en français, mais si vous avez des questions, vous voulez les noter en anglais, vraiment, n'hésitez pas. Et ensuite, on passera à Pablo pour un petit peu, Pablo qui a les deux expériences, un petit peu d'entrepreneur et de VC, puis d'aller voir un petit peu son point de vue. Et notre objectif est vraiment de discuter avec eux des levées de fonds et des enjeux liés à ça, surtout dans le contexte du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, on va inviter Marina. Bonjour. Bonjour Marina, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous partager un petit peu ton expérience et de nous donner ton temps. Ben, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Est-ce que pour commencer, tu peux déjà te présenter, nous parler un petit peu de Eli Health, vraiment pour que les différentes personnes qui nous écoutent apprennent à te connaître? Oui, donc je suis la cofondatrice et CEO de la compagnie Eli. On est une compagnie basée à Montréal en santé féminine. Ce qu'on fait, c'est qu'on développe une technologie, un produit qui mesure les niveaux d'hormones dans la salive, combiné à une application qui les interprète. Et le but de ça, c'est vraiment que les femmes à la maison puissent mesurer leurs données hormonales pour avoir un meilleur contrôle sur leur santé tout au long de leur vie. Donc, entre autres, en termes de fertilité, en termes éventuellement de contraception, de ménopause et éventuellement aussi d'autres conditions qui ne sont pas spécifiques aux femmes, mais qui touchent les femmes de manière différente ou disproportionnée. Comme par exemple, si on pense aux migraines qui sont déclenchées beaucoup par les fluctuations hormonales. Donc, avoir une meilleure visibilité sur ces fluctuations va permettre de vraiment, pour tous ces différents aspects-là, avoir un meilleur contrôle. Donc, en résumé, c'est ça qu'on fait. Puis, on a commencé la compagnie vers la fin de l'été 2019 et on a clôturé une première ronde de financement en décembre 2020. Déjà, félicitations. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on voulait t'entendre parce que tu es une des compagnies montréalaises qui a réussi à clôturer une ronde de financement en 2020, pendant cette année de pandémie. Donc, est-ce que tu peux nous dire déjà, quand la pandémie a commencé, comment ça a impacté ta ronde? Est-ce que tu avais déjà commencé la ronde? Est-ce que tu l'as commencé après? Comment tout ça a impacté votre vision? Et peut-être une suite à cette question ou une addition, c'est pourquoi vous avez décidé en fait d'aller lever des fonds? Pourquoi c'était important pour vous de lever ces fonds pour Eli Health? Ouais, donc quand la pandémie a débuté, on n'avait pas encore commencé notre ronde de financement. Par contre, on avait commencé à la planifier. Donc, on était un peu en mode de planification, de cibler différents investisseurs, différentes villes, commencer à bâtir le pipeline, réfléchir un peu à la logistique de tout ça pour aller dans les différentes villes puis grouper toutes ces rencontres-là.
Après ça, la pandémie, une fois qu'elle a commencé, le conseil qui régnait était d'arrêter tout fundraising le temps que ça se place. On a quand même laissé passer un peu la panique initiale pour voir un peu comment tout se replacerait. Mais quand on a compris que c'était là pour rester, on s'est dit qu'on allait y aller. Puis ça, c'est directement lié aussi à la question de pourquoi on a décidé de fundraiser. Ça revient un peu à ce que tu mentionnais tantôt, Amira, pour atteindre des objectifs. Il y a certaines compagnies que je pense qu'il y a plusieurs options qui sont ouvertes. Quand, par exemple, on est capable de bootstrapper du développement logiciel, par exemple, d'en faire beaucoup avec peu de capital. En biotech, c'est pas vraiment la même réalité. Pour vraiment arriver à un produit qui est commercialisable, une technologie médicale qui nécessite aussi un aspect réglementaire, clinique, un produit très multidisciplinaire, autant l'aspect biotechnologie que sciences de données, qu'application mobile. Si on voulait vraiment atteindre les objectifs qu'on voulait, il nous fallait des fonds. On est très actif au niveau non dilutif aussi. C'est une forme de financement qu'on privilégie beaucoup. Notre première année d'opération, c'était presque entièrement sur du non dilutif, mis à part un investissement de Techstar de 100 000 qu'on avait reçu au début de notre parcours. Mais souvent, ces financements non dilutifs-là, il faut les matcher, donc souvent à 50%. Donc, il nous fallait un minimum de capital. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a pris cette décision-là. Puis finalement, ça s'est quand même bien passé en fundraising, non seulement pour notre compagnie, mais aussi pour plusieurs compagnies. 2020 a quand même été une année très active au niveau financement et capital de risque, malgré les prévisions du début de l'année. Ouais. Oui, il y a même des chiffres qui montrent qu'il y a eu des chiffres records dans certaines régions en termes de capital de risque. Comment ça a été? Est-ce que tu peux nous partager un peu plus quel a été ton parcours? Comment tu as planifié ta rente de financement? On a beaucoup de jeunes entrepreneurs avec nous qui nous écoutent et tout, puis qui ont peut-être déjà fait une rente de financement, peut-être qu'ils n'en ont jamais fait. Donc, ça serait quoi? Est-ce que déjà tu peux partager un petit peu ton expérience? Puis au travers de ça, donner peut-être des petites choses qui t'ont aidé ou des choses que tu aurais aimé faire différemment. Oui, donc au niveau logistique, avec la pandémie, tout est vraiment simplifié parce qu'on peut tout faire de la maison. Donc, on n'a plus besoin de coordonner, d'aller dans différentes villes, de tout grouper en même temps. Puis ça ouvre aussi plusieurs opportunités parce que là, on a changé vraiment notre mindset une fois que la pandémie a débuté. C'est qu'au lieu de chercher par rapport à des géographies, on cherchait vraiment par rapport au match avec les investisseurs, peu importe leur géographie. Donc, on a vraiment ouvert les horizons à ce niveau-là. Puis le résultat, c'est qu'un de notre co-lead est basé à Hong Kong, notre deuxième co-lead à New York, avec des investisseurs au Canada, à Montréal et ailleurs au Canada. Mais ça fait en sorte que toutes ces discussions-là, on pouvait vraiment focuser ça sur le match avec notre compagnie, avec notre mission. Au lieu de focuser plus sur la géographie en tant que telle. Mais il y a quand même certains conseils qu'on avait eus au niveau du financement qui étaient encore tout à fait applicables. Et ça, c'est vraiment au niveau de comment structurer sa planification pour le fundraising, d'avoir tous ces documents d'avance. Donc, ça, son data room avec le modèle financier, le pitch deck, tous les documents qui pourraient être pertinents, de les avoir déjà prêts, d'avoir son pipeline avec tous les investisseurs qu'on vise. Nous, on utilisait un fichier Excel simple, un Google Sheet, puis ça, d'ailleurs, il y a des templates qu'on peut partager, vraiment tout simple, une colonne avec les noms, une colonne avec la firme d'investissement, c'est quoi le montant de chaque moyen de cette firme, mais aussi, la colonne la plus importante, c'est qui peut nous fournir une intro à ces fonds-là.
Puis ça, c'est la colonne qui est la plus importante à bien gérer, c'est-à-dire d'essayer d'aller trouver en amont qui peut nous faire des introductions à ces personnes-là pour qu'une fois que la ronde est officiellement ouverte, que ce soit plus facile de bâtir le momentum. Puis le momentum, c'est un mot quand même assez clé pour le financement parce que une fois qu'il y a une personne qui embarque, cette personne peut faire d'autres intros et c'est vraiment au fil de ce mouvement-là que tout d'un coup, ça devient de plus en plus facile. Au début, il faut reach out. On n'a pas nécessairement de personnes qui se sont commis à la ronde, tout ça, mais une fois que ça commence à monter, ben là, tout d'un coup, ça devient plus facile. Mais pour arriver à ce momentum-là, je pense que la planification est importante. Puis ça, pandémie ou pas pandémie, ça reste important. C'est parfait, puis tu as parlé, puis c'est une question que je suis en train de voir passer, comme ça on fera appel aux questions des gens. En termes de non dilutif, à quoi vous avez fait appel? Est-ce que tu as des programmes qui ont été plus intéressants pour vous ou des organisations? Ben ça, il y a certains programmes qui sont ouverts à pas mal toutes les entreprises. Il y en a d'autres qui sont spécifiques en fonction du champ d'activité, des choses comme, par exemple, PME Montréal, Montréal Inc., c'est ouvert aux jeunes entreprises à Montréal. Mais il y en a d'autres, par exemple, comme MiTax, comme MedTech pour les entreprises en médical, programme innovation. Il y en a plusieurs au niveau intelligence artificielle par le MEI. Donc, c'est vraiment, malheureusement, il n'y a pas de magie à ce niveau-là. Il faut beaucoup de recherche. Il faut creuser, il faut essayer de comprendre ces programmes. C'est des programmes que parfois, ça prend du temps aussi à appliquer, à bâtir les demandes. Mais comme dans tout, plus on en fait, plus ça va rapidement. Mais c'est surtout que ça vaut vraiment la peine parce que c'est possible d'aller chercher beaucoup. Il y a des ressources qui sont là pour nous aider. Donc, c'est une bonne chose d'aller les leverager. Oui, définitivement. Il y a quelqu'un qui a fait référence à PME Montréal aussi, à Montréal. Donc, oui, il y a énormément d'organisations. Je pense que tous autour de la table, on a pu aller y faire appel. Et de toutes les façons, je pense que Bonjour Startup a de la documentation et de l'information sur le sujet sur leur site web avec les différents programmes qui existent. Donc, déjà, vous avez le site web Bonjour Startup qui peut être une belle ressource pour commencer vos recherches. Une autre question qu'on a, qui est d'une personne anonyme, mais qui est quels sont tes conseils pour approcher ou reach out les VC, surtout au début quand tu n'avais pas forcément des intros? Malheureusement, ça reste vraiment les introductions qui sont les warm introductions. Quand on a une introduction de quelqu'un, idéalement d'un entrepreneur qui a reçu de l'investissement de cette firme ou d'un investisseur qui s'est déjà commis à investir, ça reste de loin les meilleures introductions, malheureusement. Mais sinon, si on n'a pas accès à ces introductions-là, il n'y a pas de problème. Il faut faire comme un pipeline un peu de cold outreach, qu'on a tous ces fonds-là, puis ça reste un numbers game où plus on en fait à un moment donné, même si on a des dizaines de refus, à un moment donné, il y a un oui. Puis à partir de ce oui-là, ben, c'est de là qu'on bâtit en demandant des introductions à cet investisseur-là qui ensuite en fait d'autres, qui ensuite en fait d'autres. Donc, il faut commencer quelque part. Puis des fois, quand on fait partie d'accélérateurs, peut-être qu'il y a d'autres entreprises de cet accélérateur-là qui ont reçu un investissement d'une firme de capital de risque. Ça peut être un bon moyen de fonctionner. Donc, de parler à ses pairs, s'il y a d'autres compagnies à Montréal, peut-être qui ont fundraisé dans un domaine similaire, d'entrer en contact avec ce fondateur-là. Pour une courte discussion et de demander aussi une introduction, de vraiment être créatif au niveau de qui peut fournir ces introductions-là, mais que si ça ne fonctionne pas, de vraiment y aller sous forme de pipeline, puis pas de se décourager non plus avec les noms, parce que ça reste vraiment un numbers game que plus on en fait, ben,
à un moment donné, il y en a qui vont marcher. Oui, ouais, c'est sûr, il ne faut jamais se démotiver. Puis je pense que c'est ça, c'est de l'endurance. Hein. Faut persévérer quand on est entrepreneur. Tu as beaucoup parlé de ton pipeline et de ta liste d'investisseurs que tu as préparée en avance et tout. Est-ce que je sais qu'il y a de plus en plus d'outils. On en parlait avec Kyle à un moment donné. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui te permettent des choses comme Signal ou des choses qui vont te permettre de savoir avec qui tu es connecté puis avec qui ton réseau est connecté. Donc, pour identifier des références. Que penses-tu de ce genre d'outils? Est-ce que tu les as utilisés? C'est quoi, ça serait quoi ton 2 cents, comme on dit, sur le sujet? Ouais, ben j'avais évalué différents outils, puis il y a des plateformes aussi qui commencent à apparaître où il y a déjà des listes de certains investisseurs, des choses comme ça. J'en avais évalué certains, mais après, on est vraiment allé avec le bon vieux Google Sheet, puis c'est même plus facile parce que vu que c'est un outil collaboratif, quand on partageait notre pipeline directement avec des personnes dans notre réseau, parce que ça, c'est un autre aspect que des fois, quand on demande des introductions, c'est trop large, qu'il faut vraiment être précis. J'aimerais une introduction à tel fonds, telle personne à ce fonds-là. Et donc, le fait d'avoir ce pipeline-là sur un simple Google Sheet qu'on peut envoyer à des entrepreneurs autour de nous, à des investisseurs qu'on connaît déjà, à des accélérateurs, ça facilite beaucoup la chose au lieu d'aller sur un outil qui est peut-être plus évolué, mais plus fermé. Mais j'en ai pas utilisé, donc je peux pas savoir si ça m'aurait sauvé beaucoup de temps ou pas. Bah, écoute, fair enough. Hein. C'est des outils qui sont disponibles et puis je pense qu'il y en a de plus en plus. Donc, c'est toujours intéressant de s'attarder un petit peu dessus et se dire, OK, est-ce qu'ils sont capables de nous aider concrètement, oui ou non? J'avais vu sur différents articles, je pense que quand vous aviez annoncé votre round, que vous aviez dû dire non à certains VC à un moment donné. Vous avez dû dire non à certains financements. Est-ce que, puis c'est ce qu'on disait un petit peu au début avec Kyle, est-ce que tu pourrais nous parler ou partager ton expérience par rapport au choix des VC avec qui vous avez décidé de travailler finalement? Puis pourquoi il y a eu peut-être un match avec certains qu'il n'y a pas forcément eu avec d'autres? C'était quoi ton approche? Est-ce que tu pensais que tu allais finir par dire non à des fonds à un moment donné? Est-ce que c'est pas difficile aussi de faire ça? Ouais, non, je pensais pas que ce serait nécessairement quelque chose qui arriverait. J'aime ça, je suis vraiment quelqu'un d'optimiste, mais j'aime ça aussi regarder de manière pragmatique, m'attendre, espérer le mieux, mais m'attendre au pire. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose à quoi on s'attendait, mais c'est très lié à la question de la valuation aussi. C'est que si on accepte trop, ben, ça vient avec une plus grande dilution. Donc, nous, on avait un maximum de dilution en tête pour cette ronde-là. Donc, quand on a atteint ce maximum-là, on a dû faire des choix au niveau des investisseurs. Donc, on avait différents critères en tête, mais c'est sûr que ça a quand même été difficile parce que parmi ceux à qui on a dit non, il y en avait aussi là-dedans avec qui on aurait vraiment beaucoup aimé travailler, puis qui étaient super, mais on a prioriser en fait à ce niveau-là ceux qui s'étaient commis dès le départ, puis avec qui on avait déjà des relations existantes. Ouais, j'imagine. Alors, le temps file rapidement, donc on va devoir passer à Pablo. Est-ce que tu aurais un dernier conseil ou quelque chose que tu voudrais ajouter avant qu'on passe à la suite? Non, pas qui me vient en tête. Vraiment, par contre, de ne pas sous-estimer cet aspect-là qu'on a déjà mentionné, le momentum. Ça, on en avait déjà parlé avant qu'on commence à fundraiser. Puis j'ai vraiment sous-estimé le pouvoir de cette dynamique. Donc, c'est vraiment quelque chose à toujours garder en tête. Ben, écoute, parfait. Merci beaucoup, Marina. Et on this note, I'm giving the lead to Kyle. Hey everybody. Thank you so much, Marina and Amira, for some really interesting conversation and great points and insights there. I'd like to welcome Pablo from Mistral Ventures now. Hey, Pablo. Hey, Kyle. How's it going?
Going very well. Thank you. Thank you so much for being here today with us. Thanks for having me. As a starting point, could you give a little bit of background on yourself and maybe what you were doing before you came to Mistral and what you're doing at Mistral? Yeah, I'd be happy to. So I'm an entrepreneur turned VC. Before Mistral, had started a couple startups. The first one was kind of a tech-enabled marketplace in the ed tech space. It was a tutoring marketplace for university students, which I ended up selling. Started that with a co-founder of mine, and me and that same co-founder then went off and started a more ambitious play in 2014 called Gym Track. It was a wearable startup back in 2014 when quantified self, IoT was super hot. And so in a sense, we kind of rode that train. We went through 500 startups in SF. We raised about 6-7 million in VC and angel funding, and frankly spent $6-7 million in VC funding as well. And it's a 5-year roller coaster. I won't get into the details, but it's huge learning experience. And coming out of that was when I joined Mistral now almost 3 years ago, kind of mid 2018. And that's where I've been since. Spent a year in Montreal. Now I'm based out of Toronto. And just quickly about Mistral, we're a seed stage firm, been around since 2013, about $100 million under management, currently on our third fund. And we've invested in just over 30 companies. Like I said, all across Canada, a bit in the US as well, mainly in B2B, so SaaS, enterprise software, and marketplaces as well. Awesome. Thank you so much for that. And yeah, for a small personal insight into one of the many reasons why I'm excited to have you here today. When I first started out with Share the Bus, which became bus.com, in Founder Fuel, I met Lee, who was one of your co-founders from Gym Track. And when I was first starting my fundraise, and so it's great. I still remember something he said to me at that time that really helped me conceptualize the fundraise process. So I'll share that here quickly before we hop into the questions. I remember when we were in Founder Fuel and he was, he came to give us a quick talk. He mentioned casually that he had spreadsheet and had tracked and recorded over 180 different conversations to close the initial seed round for Gym Track. And that was with 500 startups. And I was like, that's when I really got a sense for the scale sometimes and the amount of work that goes into fundraising and just the ridiculous sort of persistence sometimes that you need to have to get something done. So I know you've kind of experienced fundraising from many different lenses. And I would love to kind of start off by asking you how, I think that, as I mentioned kind of at the beginning in my discussion with Amira, there's this sort of default inclination towards it's VC fundraising or why do I even have a company nowadays? And I'd love to kind of hear from you how fundraising kind of impacts, and the idea of fundraising kind of impacts how people's mindsets when they first start a company. From my experience, it rarely kind of works as planned in the way that it can add value. And so often in many cases, it accelerates people's sort of decline, or it causes more complications than it resolves, or all these kinds of things. And so how do you see kind of some of the urges of fundraising in the early days, and how do you both, as an entrepreneur or VC, think about whether or not a project is a VC fit, Yeah, no, it's a great question, Kyle. And I mean, I've experienced it from both sides, and I can tell you, there's obviously a lot of hype around raising, whether it's from VCs or from angels. I mean, at the end of the day, especially for a first-time founder, never been through it before, there's nothing quite like the rush of getting $1 million wired into your business bank account, right? And then just being like, what the hell's going on? And so going after that obviously has pretty natural appeal, but there's a lot of trade-offs. There's no doubt about it. And I'll be the first to tell you, VC funding is really only meant for a very small subset of companies. I mean, venture funding has specific economics and specific goals. And in a sense, once you raise that round, that's the path. You're committing to a certain path. And so if you're trying to build multi-$100 million company and you're sure that that's what you're trying to build, then VC is the best way to go. And if you look at, the latest IPOs,
tech IPOs, virtually all of them have raised venture funding. There's a reason for that, is that that's what it takes usually to grow at those speeds and to hire the right people and to win markets and all those sort of things. There's only a subset, and there's exceptions to every rule, but there's only a handful of companies that have gone to that scale without raising VC. If that's where you want to go, this is the best path. On the other hand, there's, for every Coinbase or Facebook or whatever, there's hundreds or thousands or hundreds of thousands of small 1 million, 10 million, $20 million a year companies whose founders have an incredible lives, make a lot of money, hire employees, and in general advance the world. And there's nothing wrong with that. It's just a matter of finding that fit. So it's really with goal in mind. What are you trying to build here? Where are you trying to go? And that will determine whether raising venture makes sense or not. The other piece that you touched on, which is, that's just the venture asset class in general. But the other thing I'll just touch on is the fact that, because that's one question, right? So I'm trying to build a massive company. Okay, I should go raise VC. Then the second question is, which VC, right? And one of the things to think about that's different from VC and say debt financing. So you get debt financing, it's really just capital, right? I mean, they don't have an ownership stake, they don't have a board seat, they don't have any real influence. Their only goal is to make sure they collect the interest on their payments, and that's that. VCs is a total different ballgame, and a more adequate way to think about raising VC is the same way you might think about hiring a C-level exec or maybe even a co-founder, right? So the amount of thinking that you put into, if a co-founder comes to you and says, like a potential person comes to you and says, I want to be your co-founder, you don't just let him in, right? You think through, does it really make sense? How much value are they really going to add? Can I really work with them? All these sort of things, because taking it back, ripping it apart is really hard. And it's the same sort of way, that's much closer to what a VC is than debt financing, right? VC is probably around here, right? And so, yeah, they're going to own 10, 20, 30% of your company. They're going to have a seat on the board. They're going to have a lot of influence, going to have a lot of vetoes. If you don't see eye to eye with them, or if they're total a-holes and they're not fun people to work with, it's going to suck. It's really going to suck. Both really great points. I want to touch on kind of the earlier part of what you said initially. And I have a question for you. Like, we talked about some of the trade-offs of VC and having a great sort of quote unquote lifestyle business as like a viable alternative to going after being like a company kind of in the hundreds of millions of annual revenue. What are some of the differences in terms of lifestyle for the founder in those environments? Like I think speaking kind of from some of my experience when I was first starting out and I was like a sponge in terms of like ecosystem rhetoric and these kinds of things, I think when people say like lifestyle business, there's still like a little bit of a because I think VCs tend to dominate a lot of the narrative of like how we talk about these like raising and stuff in the ecosystem. There's still a little bit of a negative association often, kind of if you're reading between those like social sort of commentary. And so what at the end of the day, I think most of us start companies in order to be as like fulfilled and mission oriented as possible. And so like, what's some of the advice you might have to people starting out in terms of how they might go about figuring out whether or not their venture, because oftentimes it's not just the market size that dictates these things. There's also how you want to position and kind of serve your customers and your stakeholders within that market, right? Because a great example of this I see a lot in a lot of my coaching is like, if you want to keep the quality super high, like sometimes that means limiting your overall market size, right? Because, or it means, instead of having 10 features that are really great quality, it means having 80 features so that you can go after different segments of the market, but that they're all sort of mediocre quality. And all of a sudden, your business is very different than the one that you initially started, which maybe was to like really set a very high quality bar in terms of serving your customers. And so how do you, what advice do you have for people starting out in terms of how to think about what might be most important to them in the two different approaches? I think the first thing is just general rule in life, you should never do things for others, right? And I don't mean that in a charitable sense. I mean that from a perception sense. So you shouldn't do things because of how others might look at you. And so this lifestyle business idea, I think, does have this weird connotation, certainly in venture land, which is kind of like, oh, you're just building a lifestyle business, right? It's small, it's a small thing. But
that's an outside perspective of you, and really you should let that have no influence on your decision to build what company you want to build. Because the reality is there's nothing small about, running a $10 million a year business, doing 2 million in profit and keeping $1 million in your pocket every year. Like, that's an amazing life. And by the way, you're not trying to grow at all costs. You don't have these outside stakeholders with influence and with pulling you in different ways. You just get to operate the way you want to operate. To an extent, if one of your dreams is to become your own boss, that's the real way to do it. Because you look at most CEOs are kind of not real. I mean, by definition, they're not their own boss. I mean, they report to the board of directors. In some very unique cases like Facebook, they run the board of directors still at that level. But in most cases, for most companies that even get to $1 billion in market cap, CEO lost control a long time ago. And so if they stop performing, they're out, just like any other employee. And so they're not their own boss. So if that's the sort of thing you want, like, and it's same with making money. I mean, it depends how much money you're looking for. If you want, billions or hundreds of millions, you're probably going to have to raise venture. But if what you want is complete economic independence, you probably can get that, depending on your age, for somewhere between $2 or $10 million. And again, if you grow a company to $3-4 million in revenue, and you get 2-3x revenue upon exit, do that math, especially if you haven't raised money and therefore haven't really given up any ownership. Totally. So a lot of the thinking at the end of the day has to do with yourself and your own ambitions. I agree. Market size is certainly one piece of the equation, but it's kind of the backwards thing. So in some cases, the market is so small that you could never build a venture business here. In many cases, the market is big, or you could certainly think the market might be big, and yet you choose not to build a venture backable business on purpose. It depends on your ambitions. I think if you feel like you really want to almost change the world, being the kind of cliche, right? But you want to have a monumental impact on a market, on an industry, then yeah, you probably need to aim really high. And the trade-off is you become a massive business on successful side, or downside, you maybe blow everything up and you don't end up with anything because you raise so much money that this is the thing, right? You raise VC. Here's the thing about raising VC, right? That people don't get, I think, until you're in it, which is you build up this prep stack. And this is really important. So you always raise ahead of where you are. In other words, you're an idea stage company. You raise $500,000 at like $5 million valuation pre-seed, $5 million valuation for an idea stage company, right? You're ahead of where you are. Then you raise $3 million because you have $500,000 in revenue and you call that a seed round. Have $500,000 revenue, you raise $3 million, and so on and so forth. At some point, you raise like $20 million in capital. Maybe you're at a $5 million run rate. Here's the problem. If you stop growing, right, then no VC is going to put any other dollars into your company, and the only choice you have is to sell. And if you're a $5 million company a year revenue with no growth, you maybe can sell for 5 million, 10 million, maybe 15 million. But remember, you raised 20 million. So how much do you end up as a founder? Zero. Yeah. And that's the thing. Like, just because you see these headlines and these companies raising money, and it seems like they've gone to a certain level, now, even if they don't perform that well, it'll be great for everybody. It's not the case, because you're always ahead of where you are. So in order to win VC, you've got to keep growing until exit, whether the exit's an IPO, an acquisition, or a non-existent, kind of imaginary future. Lifestyle business doesn't have that problem. You can stop growing a lifestyle business, you never raise money, and you decide to exit, you always make some money. Totally. Yeah. And I think, it's a really great point. And I think that you kind of really well captured the stress of being a founder also, and like sort of the decision that you make as soon as, your mind quickly goes from, to reference what you said earlier, yay, I got $1 million in the bank, to, oh no, now I have to go out and actually make that happen. So I have I want to get to one of the questions here in the audience, which is about valuation. You kind of touched on kind of the, raising, 500,000 to 5 million type thing. We have Claude here asked like how to establish the value of their startup. Assuming, unless Claude provides more information here, assuming company is very early stage, can you talk about how you think about company valuation in the early days? Yeah, this is almost all art versus science, and frankly, it's all comparable. So at the end of the day, it's pretty simple. If you're raising a pre-seed round, ideally you have some friends who have raised a pre-seed round, and you figure out, let's say what 3 of them have raised that, and that's your value. Like,
and I don't want to make it seem more sophisticated than it is, because that'd just be a lot. Like, that's really what it comes down to. And as a VC, we do seed stage companies, right? So I think seed stage company is around, the team is around this big, the traction's around this much, the go-to-market plan's around this sophisticated. Then I say, okay, that's a seed stage company. Seed stage company these days is worth something between $6-12 million. If you're 25 million and you come to me as a seed stage company, that doesn't make any sense to me. If you're 2 million and you come to me as a seed stage company, it also doesn't make sense. Kind of tie this back to what you touched on before, though. Is there a backwards math happening in terms of assumed growth moving forward to kind of live into that valuation? Like, what's the difference between 5 million or 4 million or 8 million in the early days? I'd love to say there is, but there really kind of isn't. I mean, obviously as VCs, we'll look for that magical 10x. And so we do have to do some of that thinking of, okay, if we're backing this company, it's $10 million post money, kind of has to exit at around 100 million for us to get 10x, assuming there's no dilution. So maybe more like $200 million, net of dilution. But the reality is we don't really do that math each time, because we're seed stage investors. So literally every other month I'm doing a deal at seed stage that's between 6 to 12 million. So I know every single time I'm doing a deal, it basically needs to exit for around 200, 300 million for me to get 10x. So I don't need to do that each time to say, is your evaluation right? And that's what I mean is it really becomes a lot more like, do you fit into a box? Yeah. And so you're as a founder, it comes more down to, okay, what am I raising here? Like, what stage am I at, right? So am I just like, I have a team trying to figure out value prop? That's probably seed. Do I have a proven value prop trying to figure out go-to-market? I mean, that's pre-seed. Do I have a proven value prop trying to figure out go-to-market? That's probably seed stage. Do I have product market fit, proven product market fit? That's maybe a Series A. That's your step one. Step two is, given that I'm in those buckets, like, what is the typical round size for these stages? Pre-seed round sizes today, and it's all about today, because 3 years ago is different and 3 years might be different, but pre-seed companies today are raising $500,000 to maybe 1.5 million. Seed stage companies are raising 2 to 4. So that determines how much you're raising, and then how much dilution you're going to give up. And it's going to be a number between 10 and 20% at every round. And that's it, right? And so and then it's like you either are there or you're not, right? So if your bar is too low, just cutting your valuation by half won't actually make you all that much more attractive. And that's the difference between VC and public stocks. Because you're just thinking about that 10x down the road. Yeah, we're just really trying to see, as a pre-seed, like as a seed company, I'm meeting, let's say, 5 founders a week. So I have comps all the time. And I'm like, as a seed company, is this exceptional enough relative to everything else I'm seeing to make it my deal of the month sort of thing? And if you're not, you're not. And if you tell me, well, I'll do it for half the price, it's just not the game I'm playing. Makes sense. Makes a lot of sense. Awesome. We keep talking about this forever, but it's 1 o'clock, so we're gonna wrap up. Amira, I'll let you wrap up. Pablo, thank you so much. There's some really interesting insights. Thank you so much. Thanks, Kyle. Amira, it was great chatting. Yeah, thank you, Pablo, for all this insights. It's really interesting to hear with this kind of honesty what you're looking for in a VC. So thank you. It's really appreciated. It's time is going by. Merci encore à Marina. Merci encore à Pablo pour cet échange. J'espère, alors, avec toutes les personnes qui ont été là avec nous en direct, que ça a été intéressant pour vous. On va pouvoir partager avec vous aussi les informations, au moins les LinkedIn et tout de Marina et de Pablo, si vous voulez les contacter. Et sinon, nous, on se retrouvera pour le prochain Mercredi Startup le 2 juin. Et cette fois-là, on va avoir l'occasion de continuer à parler de sujets liés aux startups, liés aussi aux partenaires corporatifs avec nos partenaires officiels de chez Cisco. Donc, on se retrouve tous le 2 juin et je vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne fin de semaine. Au revoir.